Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série d'épisodes sur nos 2 centimes. Cette série d'épisodes va être consacrée à l'énéagramme, un super outil pour mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. On va avoir une série de 10 épisodes et peut-être des bonus si jamais on arrive à les éditer. Ce premier épisode, ça va être consacré à l'introduction à l'énéagramme pour expliquer ce que c'est et parler des différents types. Et puis après, on aura un épisode par type où un homme et une femme de chaque type vont nous partager leur expérience de ce que c'est d'être eux-mêmes. Et je veux vous dire un grand merci à toutes les personnes qui ont participé parce que c'est un exercice hyper difficile d'être vulnérable comme ça sur le podcast et de partager ce qu'ils vivent dans leur dedans en profondeur. C'est hyper intime et j'ai été vraiment encouragée et épatée. Puis moi, ça m'a fait beaucoup de bien de connecter comme ça sur des sujets profonds avec les différentes personnes qui étaient sur le podcast. Donc un grand merci à eux. Et je voulais juste raconter comment j'ai eu l'idée de faire cet épisode. En fait, il y a quelques mois, au milieu d'une de mes nuits d'insomnie, j'ai eu l'idée de faire cette série parce que, en fait, elle existe déjà en anglais. C'est Annie F. Down qui fait cette série. Chaque été, elle appelle ça l'Enea Summer. Donc c'est en anglais. Et j'ai beaucoup aimé écouter les épisodes, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit que ce serait bien que ça existe en français aussi. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Et puis, j'arrivais pas à me rendormir, alors j'ai ouvert mon petit carnet de podcast et j'ai écrit les idées, j'ai écrit les noms des gens que j'aimerais interviewer pour chaque type. Bien sûr, il y avait beaucoup de noms qui manquaient parce que je connais pas des gens de tous les types, puis je suis allée me recoucher. Et le lendemain matin, quand j'ai regardé le carnet qui traînait sur la table, je me suis dit que c'était une idée absurde, que ça demandait beaucoup trop de temps, beaucoup trop de travail et que ça allait pas servir à grand chose. Et puis au fur et à mesure des semaines, avec des discussions avec des amis, je me suis rendu compte que en fait c'était chouette et que ça valait le coup. Et donc voilà, c'est le fruit de quelques semaines de travail. Je suis vraiment fière de ces épisodes et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre vos amis, à mieux les aimer et à mieux prendre soin d'eux. Donc c'est ça le but, en tout cas. Je vous souhaite une très belle série d'épisodes et une très belle journée. Je suis hyper contente de pouvoir aujourd'hui accueillir David, qui est notre expert énéagramme pour cette série. Donc c'est très drôle parce que je cherchais désespérément un expert énéagramme et en fait toi t'es vraiment expert parce que t'es coach. Et ça c'est stylé. Donc est-ce que tu veux te présenter ? Oui, moi je suis David, je suis pilote américain des avions et je suis venu en France pour travailler à côté des chrétiens pour les aider à faire les implantations d'églises, c'est-à-dire des nouveaux projets d'église. En ce moment, je fais partie d'un projet dans le Vieux-Lyon, dans une église là-bas, entre-temps, de mon déploiement d'avions. Trop bien. Donc on parle de l'énéagramme et je sais qu'en France, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Alors c'est quoi ton discours de l'ascenseur ? T'as 30 secondes pour expliquer c'est quoi l'énéagramme. Qu'est-ce que tu dis ? Ouais. L'énéagramme est à la base une aide pour mieux comprendre sa propre personnalité. Elle parle d'une tendance qu'on a depuis notre naissance, qui est fixée, ça ne change pas dans notre vie, mais aussi de ce qu'on ressent lorsqu'on est stressé. Donc ça pousse vers une direction à l'autre. C'est un bon outil pour comprendre aussi les tendances aux autres, mais elle est toujours centrée sur la personne qui fait là dans la recherche. Et elle n'est pas utile pour prendre l'avantage sur les autres. De temps en temps, des tests de personnalité, si je connais, tu es comme ça, je te pique, et tout. Mais ça revient toujours vers la personne. Ouais, donc c'est pas un outil pour manipuler les gens. Non. Ouais. C'est, en plus, ça remonte la compassion en plus. Ouais. Oui, parce qu'on comprend mieux pourquoi les gens pourquoi ils fonctionnent comme ils fonctionnent. Trop bien. C'est utile de préciser que si tu te sers de l'énéagramme pour manipuler les gens, c'est que tu te sers mal de l'énéagramme. Ça, c'est le pire. Trop bien. Du coup, justement, à quoi ça sert si ça sert pas à manipuler les gens ? Bonne question. L'énéagramme, globalement, c'est divisé en 3 grands groupements centrés sur, premièrement, il y a un qui est la tête, le cœur et le ventre. C'est-à-dire les réactions physiques. C'est pas poussé par les émotions, ça c'est le cœur, mais le ventre c'est une réaction comme c'est un peu les tripes quoi. Ouais, exact. Ouais. Donc chaque grand groupement est aussi divisé en 3 types de personnalités autour d'eux. C'est un outil assez complexe parce que on parle aussi d'un type central sur chaque personne, mais aussi des ailes. Donc, les chiffres qui sont juste à côté, droite et gauche. Ouais. Et les ailes influencent un peu, ils augmentent ou ils réduisent l'intensité de son type. Ouais.
Donc, c'est important de connaître aussi comment ça touche. On parle aussi de la, entre guillemets, santé de chaque type. Donc, dans une échelle de 1 qui est très sain, de 9 qui est très bas, on est toujours en flux entre les types et on n'est pas centré sur un seul. Je manifeste les types de santé, mais aussi les à côté. Donc c'est pas juste, je peux préciser, je suis là. Donc c'est très flou. Oui, ça veut dire que si tu es un 5 en bonne santé, tu te sens bien dans ta vie, tu vas pas forcément ressembler à quelqu'un qui est le même type que toi, mais qui est pas en bonne santé, qui est très stressé. Quoi. Mais tout le monde, ils habitent dans le moyen. Le 5 normalement, mais si on connaît nous-mêmes bien, on peut avancer vers le plus 1, le 1, 2, 3. Mais si on est dans un bon état aussi, on fait ce qu'on appelle intégration vers les autres chiffres. Ou si on fait le mal, on est dans la désintégration vers les autres. Donc c'est très complexe comment ça fonctionne, mais ça donne aussi, c'est pas juste chacun dans le monde est 1, 2, 3, 4, 5, 9. On touche les autres endroits aussi. Oui, c'était parce que l'humain est complexe, c'est un outil complexe. Et ça donne la saveur de personnalité. Trop bien. Alors, on parle de à quoi ça sert, mais est-ce qu'il y a des limites à l'utilisation de l'énéagramme ? Bien sûr. L'énéagramme, comme je disais à l'heure, n'est pas utile pour prendre l'avantage sur les autres, premièrement. D'autres tests de personnalité peuvent nous donner la connaissance de Piquet, donc c'est très limité là. Ça, c'est une chose. Deuxième idée, c'est que l'énéagramme est le commencement pour mieux se connaître, et non pas précisément le chemin de comment régler toutes les choses dans nos vies. Il faut un accompagnateur, une accompagnatrice pour vous aider à grandir dans les niveaux de santé et de notre type précis. Aussi, un coach d'énéagramme n'est pas quelqu'un qui veut donner les choses à faire pour arriver comme un psychologue ou d'autres. C'est juste pour commencer, et de temps en temps dans la vie, si vous êtes bloqué de quelque chose, peut-être c'est chez vous. Donc c'est le coach qui peut aider à sortir la boîte, c'est-à-dire, pour arriver dans le bon sens. Oui, c'est vrai que moi, l'énéagramme, ça a mis en lumière des choses que j'avais pas vues en moi. Pas les plus belles choses d'ailleurs, moi-même. Toujours les angles morts. C'est ça, les zones sombres, les zones d'ombre. Et c'est vrai que ça me donnait pas forcément les clés pour arriver à les dépasser. Mais au moins maintenant, quand je les vois, alors qu'avant je les voyais pas. Ce qu'on ne voit pas en nous-mêmes, c'est ça qui nous cause des problèmes. Et ça, c'est la connaissance de nous-mêmes. C'est OK, j'ai fait ça. Oui, j'espère que cette série où on va entendre parler des gens qui nous parlent d'eux-mêmes et de comment ils vivent les choses, ça va nous aider aussi à nous rappeler que tout le monde est différent et que on peut avoir de la compassion et on peut comprendre pourquoi telle personne fait ça, même si ça n'a aucun sens pour nous. Et c'est le but de cette série en tout cas. On verra si ça marche ou pas à la fin. Ok, du coup, donc t'es coach Enneagram certifié dans un institut de coach. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir coach ? Premièrement, j'ai fait pour aider ma femme. Elle a créé une association pour aider les autres chrétiens qui travaillent avec les églises comme missionnaires en France. Et c'est pour mieux intégrer les gens en France. Elle a inclus le test de l'énéagramme pour que les missionnaires apprennent à mieux se connaître, mieux connaître eux-mêmes. Mais avec mes études, j'ai réalisé comment l'énéagramme peut m'aider moi-même pour mon démarche perso et spirituelle. Ouais, du coup, c'était pour les autres et puis en fait, t'as été enrichi toi, quoi. J'ai bénéficié. Trop bien. Excellent. Donc, personnellement, justement, qu'est-ce que ça t'a appris d'utiliser l'énéagramme ? Pour moi, j'ai finalement découvert pourquoi j'ai certaines tendances ou comportements lorsque je suis stressé. Et en apprenant à mieux me connaître, j'ai développé un type un carton jaune, carton rouge qui révèle ou les points de repère où je comprends j'ai fait les chutes vers le mauvaise santé émotionnellement, etc. Donc si j'arrive à un certain niveau de stress, je sens qu'il y a un carton rouge, attention. Et deuxièmement, si je chute très vite, j'ai un carton rouge. Il y a des points dont j'ai mis dans ma vie pour me dire
attention. Même lorsque j'ai regardé toute ma vie, je suis arrivé à découvrir, ok, ça c'est pourquoi j'ai fait ça. Ouais. C'est pas que pour moi, c'est la révélation de ah, ça c'est pourquoi. Ouais. Donc c'est intéressant pour moi aussi. Donc c'était un peu comme si avant tu jouais au foot sur un terrain où il n'y avait pas de règles et pas d'arbitre. Et maintenant tu as découvert les règles. Je comprends les limites et je comprends les règles et je comprends le but à la fin. Ah, il faut viser dans les buts, ok. Ouais. Et si j'y arrive pas, c'est qu'il faut que je grandisse en endurance ou je ne sais pas quoi. Exact. Ok. J'aime la notion de carton jaune et de carton rouge. Et est-ce que comment est-ce que tu as développé cette capacité à savoir qu'est-ce qui est un carton rouge et qu'est-ce qui est un carton jaune? Pour moi, c'est lorsque j'ai regardé dans le livre de Rizzo Hudson, de type de personnalité, ils expliquent en gros chaque niveau de santé pour chaque type. Et j'ai regardé les tendances dans un certain niveau et j'ai dit, ah, ça c'est la limite. Donc si je regarde ça en moi-même, je dois faire attention. Et si je descends plus et je regarde cela, je dis, ah, non, arrête, c'est le rouge. Donc c'est juste que j'ai regardé les réponses, les actions que j'ai fait dans ma vie. Et j'ai mis une petite souligne sur ça en disant, ok, non, ça c'est la limite de ça, ça c'est la limite de ça. Et avec ça, même j'ai fait l'inverse avec le bonne santé. J'ai dit, ah, ça c'est le but, d'être plus moi-même. Parce que l'énéagramme parle de deux sens de faux soi et vrai soi. Et c'est l'idée qu'on est toujours présent nos faux soi de quelqu'un, nos façades de tout le monde. Et si on est en bonne santé, on habite dans le meilleur sens de qui nous sommes. Et donc, je reste avec le carton rouge-jaune en bas et l'idée de l'idéal en haut. Trop bien. Oui, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'on pourrait penser que justement, le fait de travailler l'énéagramme, ça nous force à mettre un masque quand on le travaille, alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est plus on va travailler sur nous-mêmes, en utilisant l'énéagramme ou autre chose d'ailleurs, plus on va pouvoir se sentir libre d'être vraiment nous-mêmes et d'enlever les masques. Et c'est pas l'inverse de dire maintenant je sais à quoi ça ressemble la boîte du type 3 ou du type 6. Non. Et donc j'ai envie d'être comme que vous êtes déjà dans boîte et il faut sortir. Tu as déjà un masque qui n'est pas toi, mais il faut enlever. Trop bien. Trop bien. Du coup, je suis sûre qu'on a des gens qui écoutent là, qui sont un peu perdus peut-être, parce qu'ils écoutent là pour la première fois sur l'énéagramme. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour ceux qui veulent découvrir un peu plus l'outil et découvrir leur type? Pour découvrir, bien sûr, il y a pas mal de livres. Il n'y a pas trop traduit en français, mais il y a plein en anglais. Il y a certains, Rizzo Hudson, Ellen Palmer, aussi, il y a quelques autres. On va les mettre dans la description de l'épisode, je pense. Excellent, c'est bien. Donc, mais premièrement, cherchez quelqu'un comme coach pour vous aider. Parce que les tests en ligne sont utiles, mais il y a des risques de mal se diagnostiquer. Et c'est parce que le type, il focalise sur les tendances, non pas les tendances, mais les actions. Les comportements, Mais il y a des choses derrière. Et il faut plonger plus profondément. C'est comme un iceberg. On voit juste le 10% au-dessous et c'est les tests qui touchent ça. Mais avec un coach, vous pouvez descendre vers les tendances, vers les raisonnements de pourquoi vous faites ça. Oui, je peux donner un exemple. Par exemple, les types 9, c'est les types qui sont motivés par le fait d'éviter les conflits. Et quand la première fois que j'ai entendu parler de l'énéagramme, je parlais avec quelqu'un qui était 9 et je me suis dit, je suis 9, j'aime pas les conflits. Mais je suis pas du tout 9 finalement en étudiant. Mais si on reste dans les choses superficielles, en fait, ça sert à rien. Juste dire que t'es un type pour dire que t'es un type, ça va pas te faire grandir. Il y a plein de chiffres qu'on peut dire, le 9, 2 et 8, ils essaient d'aider les autres, mais pour les raisons différentes. 9 pour qu'il évite, il peut avoir la paix. Donc si quelqu'un a besoin, la paix c'est les besoins sont comblés. Le 2, ils essayaient parce que ça touche le cœur que je suis une personne de valeur parce que j'ai aidé les autres. Le 8, c'est on peut dire le chef.
ils aident les autres parce qu'ils sont pas capables. Donc ils sont motivés par les raisons différentes, mais à la surface, ça ressemble tous. Ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple. Mais aussi, deuxièmement, j'encourage les gens de se rappeler que cette recherche qui commence avec un test, un coach, continue pendant la vie. Parce qu'on est toujours en flux entre la bonne santé et la mauvaise santé émotionnellement. On arrive au point de stress et tout. C'est toujours une activité pour nous pendant la vie. Et ça, c'est le commencement, c'est bon. Lorsqu'on connaît nous-mêmes, on peut commencer à connaître les autres. Donc c'est avec la compassion de me connaître, pourquoi j'ai fait ça, j'ai la grâce pour moi, je peux donner la grâce aux autres personnes qui sont dans le chute ou dans le mauvais sens de leur type. Et ça continue parce que c'est les interactions interperso qui sont importantes. Donc on est en paix avec nous-mêmes par notre connaissance, mais aussi avec les autres. Peut-être sur ça, il faut rappeler que l'énéagramme, c'est pas un outil pour justifier nos mauvais comportements. C'est-à-dire que, ah oui, je suis en paix avec moi-même. Moi, quand je suis stressée, je deviens très émotionnelle et tout est tourné autour de mes émotions. Et les autres, ils doivent faire avec. Non. Maintenant que je sais que c'est comme ça que je fonctionne, je peux pas imposer mon mode de fonctionnement, mes mauvais comportements aux autres, juste parce que c'est comme ça que je suis. J'ai pas le droit de faire ça, en fait. Je dois laisser les autres libres et je dois pas... Enfin, je dis juste ça parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent et qui trouvent que des fois on utilise l'énéagramme pour justifier nos mauvais comportements, mais c'est pas ça. Et ça, c'est marrant parce que avec l'énéagramme, lorsque j'ai fait le test, j'ai dit « Ah ouais, ça c'est moi !» Et j'ai regardé d'autres pages, j'ai dit « Ah mince, ça c'est moi !» Donc il y a les deux sens de oui, je suis d'accord, et « Ah non, j'aime pas ça !» mais c'est vrai encore. Oui, c'est ça. Ça nous rend conscients des problèmes qu'on peut avoir, mais ça les justifie pas. Peut-être ça peut aider les gens dans nos vies à avoir plus de compassion quand on est stressé, parce que tous, quand on est stressé, on est plus ou moins insupportable. Et du coup, je suis sûre qu'il y a des gens là qui connaissent l'énéagramme et qui n'aiment pas. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Comme je disais à l'heure, l'idée que l'énéagramme se révèle moi-même, à moi, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mal. Donc, de temps en temps, je suis dans une relation amoureux et mécontent en même temps, parce que ça me révèle. C'est un peu comme un miroir. Mais c'est pas très confortable non plus. L'idée de regarder moi-même dans le mauvais sens, mais ça donne le point de repère. Ça donne un moment où je peux décider, oui, je suis d'accord et je veux éviter ça dans ma vie. Soit je regarde cela et j'ignore et je dis non, je suis content de faire ce que je veux. Donc pour moi, c'est d'être conscient que j'ai le choix de quelque part. Le choix d'ignorer, le choix de faire. Oui, je peux donner... Ma thérapeute m'a dit une fois que les choses qui sont en nous qu'on évite de voir, c'est un peu comme dans une chambre d'enfant ou même en tant qu'adulte. Il y a un porte-manteau avec des vestes et en fait, on sait, si on a oublié, c'est la nuit, on se réveille et on voit ça. On ne sait pas ce que c'est, on a oublié et on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans notre chambre. Et donc, on est terrifié. Et en fait, on a deux choix. Soit on essaye de plus regarder vers la forme, soit on allume la lumière et on se rend compte qu'en fait, c'est pas si terrifiant. Et que c'est un peu ça. Est-ce qu'on veut regarder les choses en nous qui nous font peur ? On ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Ouais, je trouve ça intéressant de dire que y a des choses qui sont terrifiantes en nous, qui sont vraiment pas belles, mais il faut mieux les regarder en face plutôt que de faire comme si elles n'existaient pas. Exact. Ah bah excellent, on va plonger dans des trucs un peu plus précis maintenant. Donc, vu que c'est un podcast, vous n'avez pas les visuels, ça va être un peu peut-être compliqué. J'ai fait des gestes. Ouais, David va faire des gestes. Et moi, je vais essayer aussi de faire des gestes, mais le mieux, ce serait peut-être que vous alliez taper sur Internet Énéagramme dans Google Images pour avoir juste l'image des 9 types pour que vous compreniez un peu mieux. Voilà. Mais on va essayer d'expliquer le mieux possible. Exact. Ok, du coup. Donc, tu as déjà parlé des centres, qu'il y avait 3 centres dans l'énéagramme. Est-ce que tu veux juste les rappeler ? Oui. Il y a 3 centres, comme j'ai dit à l'heure, la tête, qui fonctionnent comme plus pensée. Ouais. Le ventre ou les tripes, les réactions viscérales. Ouais. Et le cœur,
ils sont poussés par les émotions. Chaque type a une direction d'énergie. Donc, chaque centre a 3 types et chaque type a direction d'énergie. Donc, par exemple, avec les réactions viscérales, j'ai la colère et ça va aller vers les autres, vers moi-même ou dans les deux sens. Donc, chaque regroupement, chaque type, il y a un certain style de mouvement d'énergie aussi. Peut-être on peut donner un exemple sur une des 3 triades. Si on prend 8-9-1 par exemple. Donc, on va parler de 9, la personne qui cherche la paix. Donc, ils cherchent la paix dans les deux sens, d'eux-mêmes et aussi avec le monde. Et s'il y a une inéquilibration entre les deux, ils ont en stress déjà. Donc, ils ont l'énergie, ils essayent de contrôler l'énergie qui sort et l'énergie qui arrive. Donc, pour eux, ils ont dans la gamme de colère, dans le centre de colère, mais ils ne sentent pas qu'ils sont en colère. Ils ont des gens qui veulent exploser comme un volcan, boum, instantanément, et ça vient d'où? Parce que normalement, cette personne est en paix. Mais ils essayent d'équilibrer l'extérieur, intérieur. Si l'extérieur est en paix, bon. Si l'intérieur, non. Il focalise sur l'intérieur, et voilà. Le 8, tout le colère est vers les autres, parce qu'ils ont comme un taureau, allez, go, 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 donc ils ont toujours focalisé à l'extérieur. Le 1, dans leur réaction de focus, ils essayaient de régler les choses dans la vie des autres, mais honnêtement, ils sont mécontents avec les réactions en eux-mêmes. Donc c'est l'énergie qui est vraiment à l'intérieur. Une colère tournée vers eux-mêmes. Vers eux. Est-ce que ça t'explique? Moi, pour moi, c'est très clair. Merci. Et donc, c'est pareil pour les 2 autres triades. Donc, sur le ventre, il y en a un qui est vers l'extérieur. Voilà. Donc, ça donne la palette pour déterminer aussi quel type les personnes dans le centre de colère, le 8-9-1, ça donne aussi un peu la confirmation que, ok, on est dans le bon type. Donc, comme je disais, pour les 8-9-1, ils ont touché plus par la colère. Ce n'est pas à dire que le reste ne touche pas la colère. Parce qu'on est toujours... on confirme, hein. On n'est pas dans le même type, on n'est pas en colère. Mais la colère, ça les motive. Pour les gens qui entendent ce podcast, lorsque vous êtes stressé et tu sens comme un ours, un peu, tu vois, c'est vraiment que peut-être tu habites dans le 8-9-1. Donc, si quelqu'un fait l'offense contre un bien-aimé, tu as les réactions instantanées. Le 2, 3, 4, qui sont centralisés sur le cœur ou les émotions, ça m'offense. Donc, ça m'offensait. Donc, c'est plus la réaction émotionnelle. Et c'est la valeur de soi-même que ça touche. L'identité presque. Exact. Et c'est pas qu'ils sont pas en colère, mais ils sentent la colère dans les émotions ou la peur dans les émotions, plus que le ventre. Le 5, 6, 7 sont focalisés sur la tête. Et lorsque quelqu'un m'a foncé, j'ai dit ça m'a foncé. J'ai pensé à ça. C'est pas que j'étais touché aux émotions. C'est pas que je n'ai pas les émotions, parce que j'en ai. Mais c'est la première réaction, c'est les pensées. Je pense à ça. C'est le premier filtre ou l'entonnoir avec. On imagine, c'est la gravité, c'est centralisé là, en tête. Centralisé au cœur ou centralisé au ventre. Donc c'est vraiment. Donc c'est les motivations et les 3, 5, 6, 7 sont vraiment motivés par la peur, mais pour les raisons différentes. Le 5, ils ont peur, ils connaissent pas trop. Le ils 7, se connaissent pas trop eux-mêmes. Parce que si quelqu'un me demande une question et je connais pas, ça me stresse. Le 6, il veut être exact, donc il cherche l'information de la tête, mais ils ont peur qu'ils n'ont pas validé par les autres. Et le 7, ils ont peur de regarder les choses difficiles dans la vie, donc ils cherchent la joie et les activités, mais ils ont peur. Donc c'est pas que les 8, 9, 1 touchent pas la peur, parce que
on touche tous. Ouais. Mais ils sont pas motivés par la peur. Ils sont motivés par la colère, par ce qui m'ont enfoncé. Donc, voilà. Oui, c'est clair que déjà, c'est très différent. Juste en regardant les centres, donc sans même rentrer dans les spécificités des 9 types. Ouais. Là, on est sur 3 manières de voir le monde, 3 filtres, vraiment très différents. Et ça m'aide vraiment déjà de me dire, ah, en fait, moi, je vois le monde à travers mes émotions. C'est ça qui filtre. Et avec le regard des autres qui est si important pour moi. Ça ne veut pas dire que les autres, c'est pas important pour eux. Mais je peux savoir que telle personne réagit comme ça. Exact. Ça n'a aucun sens pour moi, je ne comprends pas. Mais parce qu'elle ne voit pas le monde, la situation avec le même filtre. Et déjà là, ça peut m'aider à respirer, prendre du recul et me dire, ah oui, si elle ne réagit pas comme j'aimerais qu'elle réagisse, cette personne, peut-être que c'est parce qu'elle voit le monde différemment. Ouais. Et si j'ai un collègue qui est touché plus par les émotions, je peux rappeler les événements pour toucher les émotions. Plus que la logique de il faut faire ça parce que c'est plus logique, c'est pas là, ça fait rien pour. C'est pas qu'ils ont pas logique, en logique parce qu'ils pensent bien sûr, mais ils ont plus touché par les émotions. Trop intéressant. Oh, j'aime tellement les humains, genre la complexité de l'humain, c'est trop intéressant. Et donc là, on va rentrer dans les 9 types. Donc on va expliquer rapidement les types et puis après au début de chaque épisode on fera une petite explication. Donc on va pas forcément aller hyper dans les détails là, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez plus d'infos au début des épisodes et en écoutant l'épisode vous aurez aussi la perspective des gens du type. Comment expliquer chaque type? Voilà, on commence encore parce que nous avons déjà parlé du centre du ventre, le type 8, 9 et 1. Dans chaque type aussi, je vais parler dans le deux sens des tendances qui sont quelque part des mauvaises choses, de motivation humaine ancienne en nous, qui nous poussent, et les qualités supérieures. Parce que c'est ce qu'on veut présenter au monde. Et ça, c'est important. Donc, le type 9, et aussi, je vais donner un petit stéréotype qu'on pense à certains types. Donc, type 8, c'est le chef. C'est des personnes qui sont vraiment, ils ont des personnes qui le suivent. Parce qu'ils demandent ou pas, ça fait rien. C'est juste, ils ont des chefs, ils ont des personnes qui sont comme le directeur, des explorateurs, des gens qui ont beaucoup d'énergie. Un peu des pionniers. Comme leader. Les tendances, parce qu'ils sont dans le centre de colère. Et des tendances, pour eux, c'est la vengeance. Ou le désir, l'excès. Ces personnes, s'ils sont dans les mauvais sens, il faut faire attention. Parce que si tu les croises, ils ont des vengeances. Ils sont dans le mode de vengeance directement. Mais dans l'autre sens, dans la qualité supérieure, c'est des personnes de vérité ou d'innocence. Et on dit innocence parce qu'ils regardent le monde comme ils veulent. Et ils sont pas trop motivés par les complots ou les autres choses qu'on suit de temps en temps. Mais ils connaissent le monde, boum, c'est comme ça. Et dans une certaine manière, c'est l'innocence qui leur touche. Et la vengeance, parce que si quelqu'un prit l'avantage contre eux, stress, vengeance. Ou contre quelqu'un d'autre, quelqu'un de leur tribu. S'ils ont une bonne santé, et s'ils regardent le même chez les autres, oui, ils ont poussé vers, pas la vengeance parce qu'ils ont une bonne santé, mais la protectionnisme de quelqu'un d'autre. Il veut protéger, il veut sauvegarder, il faut... C'est bien d'avoir un 8 dans ses amis parce que... Dans ton côté, c'est excellent d'avoir un 8. C'est excellent d'avoir un de chaque type. Exact. Le 9, on s'appelle le médiateur. C'est les personnes qui connaissent les émotions et les choses des autres. Donc c'est vraiment, il peut, sans avoir un biais contre, il peut discerner des choses dans les conflits des autres. Et parce qu'ils cherchent la paix, ça c'est à la base, ils ont vraiment équilibre dans leur tendance, dans leur sens de médiation. Les tendances, c'est la nonchalance ou le paresse. Parce que s'ils ont poussé vers le stress, ils se glacent. Ils ont peur de prendre les décisions. Ils ont
Paralysé, ouais. Paralysé, Ouais. vraiment. Et finalement, c'est tant pis. Ouais. C'est comme ça. Et encore, on toujours dit tant pis, Ouais. mais pour eux, ça c'est la réalité de vie. Mhm. Tant pis. Ouais. Laisse-moi. Chill. Ouais. Non, mais c'est plus que chill. C'est vraiment, je dois manger, donc je me lève. Oh, c'est trop d'énergie. Ouais. Et c'est de faire des choses qui demandent l'énergie, c'est difficile pour eux. Ouais. C'est vraiment, dans le vrai mauvais sens, ils ont possiblement dépressé. Ouais. Il n'a pas l'énergie de se lever. Ouais. C'est Ça vraiment, ouais. oui, dans le mauvais sens, c'est difficile. Mais dans l'autre côté, la qualité supérieure, c'est l'amour et les actions justes. La paresse contre les actions justes. Ouais. Tu vois? Donc c'est le même, mais c'est les deux extrêmes. Ouais. Donc s'ils ont bonne santé, ils ont des qualités supérieures, ils bougent vers l'activité qui aide les autres. Ouais. Et cette personne-là, c'est excellent d'avoir à côté aussi, parce que ils te connaissent. Ouais. C'est vraiment, t'as tes besoins, donc je vais t'aider. Voilà. Et l'amour, ouais, c'est l'action contre la nonchalance. Ouais. On fait des choses par amour. Le type 1, on se dit perfectionniste. Et perfectionniste, comme j'ai dit à l'heure, c'est la colère tournée vers eux. Ouais. Donc ça pousse leur idée de perfectionnisme, mais aussi parce qu'ils ont toujours contre eux, comme non pas fait, ils demandent aux autres la perfection. Ouais. Donc ça donne la capacité de ne pas regarder moi-même, mais toi tu dois faire tac 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 tac. Ouais. Donc dans le mauvais sens, ils ont des racunes et des colères. Et ça c'est la tendance dans le mauvais sens. La qualité supérieure, c'est la perfection et la sérénité. On dit perfection, pas parce qu'ils sont pas totalement parfaits, parce que personne est comme là, mais l'idée que si tu demandes un produit, tu vas recevoir le bon produit, très très techniquement parfait, et tu vois, donc c'est vraiment une chose de qualité. Excellence, quoi. Ouais. Exact. Et sérénité, parce qu'ils ont fait le miroir, ils ont regardé le miroir, ils ont bien adapté leur vie de comprendre la pointe de colère et tous, ils ont réglé tout. Donc ils ont sereine à la fin. Ouais, trop bien. Ouais. On passe au centre du cœur. Oui, centre du cœur. Donc ça c'est le type 2, 3 et 4. Pour le centre du cœur, les gens sont préoccupés de comment ils ont vu par le monde. Ou même par eux-mêmes. Et c'est plus les émotions. Et est-ce que j'ai la valeur ou pas? Donc, si j'en ai pas, ça c'est le point stress. Donc, le type 2, l'altruiste. La tendance ou la désintégration pour eux, c'est la flatterie ou la fierté. Donc, ils aident les autres. C'est une chose de type 2, ils veulent aider les autres, mais les gens qui aident les autres à leurs propres besoins, c'est difficile parce qu'ils veulent régner leurs propres besoins pour aider les autres et ça, c'est la valeur pour eux. Donc, si je te donne mon repas, voilà, j'ai fait des bonnes choses. Et moi, j'ai faim, tu vois. Donc, ils ont un peu le martyr dans le mauvais sens. Mais dans leur pensée, ils ont la valeur parce qu'ils ont donné sans avoir le propre. Et flatterie, c'est juste parce qu'il veut te booster un peu par les faux mots. Tu vois, et donc c'est une partie de... Ah, ils veulent flatter les autres ou ils veulent qu'on les flatte en leur disant... Non, flatter les autres. Parce que c'est pas autour de... Ah oui, c'est autour de l'autre personne. Les qualités supérieures ou l'intégration, c'est la volonté, liberté de eux-mêmes et l'humilité. Donc humilité, c'est-à-dire ils comprennent leurs propres besoins et ils les comptent aussi aux autres. Donc c'est l'équilibre entre toi et moi. Donc si tu regardes le 2, il est toujours autour de toi. Ça c'est une petite phrase pour ça. Le 4, on peut voir, c'est tout
et autour de moi. Ouais, c'est Donc vrai. c'est toi ou moi, c'est la direction encore. Ouais, les Euh, mesures. mais c'est important parce que c'est l'humilité. Il veut dire j'ai besoin d'X, Y, Z et aussi je suis capable de vous aider. Mais aussi j'ai besoin de ça. Oui, quand je vous aide, je suis pas en train de trouver mon identité dans le fait de t'aider. Je peux t'aider. Exact. Ils sont confortables de ce qu'il veut, il est. Ouais. Et après, avec cette réalité, je peux donner plus parce que je comprends qui je suis. Le tic-toi, c'est le bâton. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en français, mais c'est plus... le tic-toi, c'est, je vais expliquer, c'est l'entrepreneur. Ouais. C'est la personne qui veut gagner à n'importe quel prix. Si tu es en chemin devant moi et je vais aller plus loin, je t'évite. Parce que toi, tu n'importe. Moi, c'est le but. Mm-hmm. En bonne santé, il veut que tout le monde gagne. Ouais. Mais s'ils ont moyen ou moins, non. Ah oui, ok. Je vais gagner. Donc, le tendance, c'est la vanité ou le supercherie. Ouais. Je vais gagner à n'importe quel prix. Ouais. Et l'autre côté, c'est la qualité supérieure, espoir, véracité ou honnêteté. C'est les personnes que tu as fait l'interview, ils ont de l'espoir pour les autres. Mm-hmm. Donc oui, je pense qu'ils ont plus intégré. Mm-hmm. Et c'est important parce que la compétition, par exemple, entre le 7 et le 3, c'est très, très proche. Ouais. Donc, si on voit quelqu'un qui veut gagner, ou le 9 aussi, parce que mon fils il est 9 et il veut gagner. Mais il veut gagner, pourquoi? Parce qu'il désire le paix. S'il gagne, il est bon. Mais le 7, il gagne pour l'autre raison que le toit. Le toit veut gagner à n'importe quel prix. Parce qu'il y a son identité dans le fait de gagner. Exact. La valeur d'eux-mêmes, c'est dans la capacité de gagner. C'est important. Et il veut que tout le monde les voit comme vainqueurs. Non, c'est vraiment comme ils présentent leur vie comme ça. Le type 4, c'est le romantique tragique. Ah, la drame. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont comme ça. D'artistes, Des artistes aussi. Qui ont mal fini la plupart d'ailleurs. Ah, exact. Mais les artistes sont pas juste emboîtés là. Non, ils ont des artistes partout. Mais il y a la plupart des personnes qui touchent cœur, qui veulent toucher les autres cœurs. Mais le 4, c'est la personne qui dit il faut me regarder comme je veux. Et non pas comme tu le veux. C'est donc par exemple si quelqu'un une fois ils ont des mauvaises choses dans la vie et il veut annoncer ça. Ah, ma femme elle m'a quitté. Voilà. Mais la prochaine fois que tu l'approches, comment ça va avec ta femme? Et il dit oh pas de souci. Donc ils présentent eux-mêmes comme ils veulent que tu le vois. Et ça peut changer chaque fois. Parce que si l'émotion change chaque fois. Non, c'est vrai. Parce que, par exemple, si tu connais quelque chose d'eux, ça donne un peu de pouvoir autour d'eux. Donc, c'est vraiment, ils veulent changer. Ils ont des caméléons. Donc, ils veulent changer pour la situation. Ah oui? Parce qu'ils veulent présenter eux-mêmes comme ils veulent. Ok. D'accord? Donc, la mélancolie, jalousie. Donc, si tu as des choses que je veux, ça me touche et je n'ai pas. Donc, c'est important. Qualité supérieure, ils ont des sources originales ou équilibre dans leur vie. Ils n'ont pas besoin de présenter eux-mêmes dans une manière qu'ils contrôlent. Ils veulent présenter le vrai eux, le vrai soi. Donc, c'est important. Et c'est bizarre parce que le type 4, par exemple, aussi, on voit il y a certains conflits entre types. Donc, les 4 sont toujours en mode de tu as des choses, je veux les choses, dans le mauvais sens. Et si j'en ai pas, ils comprennent pas que je suis en jalousie, en mode de jalousie, parce qu'ils ont des choses et je n'ai pas. Donc,
Et ça, c'est comme on a des filtres aussi, nous tous. Ça, c'est un des 4. C'est le filtre de jalousie. Comme il y a beaucoup d'artistes, c'est un artiste qui a des succès et eux n'ont pas. Ils ont jalousie de ce qu'ils ont fait. Oui, et parce que leur valeur, l'autre aura sûrement plus de valeur que moi si l'autre a plus de succès que moi. S'ils voient les autres plus que moi, oui. Ouais. C'est... Non. Oh là là. Ça, c'est le cas. On reconnaît souvent les types à leur mauvais mode de fonctionnement, mais tout est une question d'intégration. Exact. Donc, dans le centre de la tête, c'est pas seulement que les gens qui pensent, parce que tout le monde pense, mais on est vraiment centré sur les pensées dans les réactions de stress et tout. Le type 5, je veux parler bien de ça, parce que c'est moi. Je suis l'observateur. Les personnes qui, peut-être dans un fête, on est tous sur le mur pour voir tout le monde. Et la tendance de nous, c'est l'avarice, cupidité. Et au début, je me dis, ça c'est bizarre. J'ai pas l'envie d'avoir des milliards de dollars et tout ça, mais c'est vraiment l'avarice d'info pour moi. Je veux donner un peu, mais pas trop. Parce que l'info égale contrôle. Et donc pour moi, une fois j'ai eu quelqu'un qui s'approchait de moi et il disait des choses qu'il n'a pas le droit de connaître. Et ça me fait vraiment bizarre. Parce que comme 5, j'ai dit, il y a contrôle sur moi parce que je ne connais pas de même chose sur lui, mais il me connaît. Et même c'est autour de l'espèce. Donc ça touche un peu. Donc en tête, je pense que c'est pas juste. On parle pas mal de l'avarice dans l'épisode des 5 parce qu'on avait du mal à comprendre aussi ce que ça voulait dire et quelle forme d'avarice c'était. Normalement, pour moi, c'est plus information. Quelques-uns, oui, c'est d'autres choses. Et on voit, j'ai l'exemple de lui, de type 5, c'était dans le film L'Aviateur avec Leonardo DiCaprio. Et il jouait le rôle de Howard Hughes. C'est un billionnaire qui a créé le plus grand avion en bois avec 8 réacteurs et tous, hélices. Et à la fin de sa vie, il est... il fait des choses très, très, très bizarres. Et ça, c'est... c'est l'observateur. Si quelqu'un veut regarder, c'est l'observateur, mais c'est des gens... Un homme qui est très 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 mal dans le santé, dans le chute, il est là. Mais la qualité supérieure, c'est l'omniscience ou non-attachement. Non-attachement, c'est pas qu'on dit non, on est content, laisse-moi, mais c'est l'idée que je ne suis pas ce que je pense. Donc si je connais pas, je peux le dire. Et ça, pour un moyen 5, ils disent ça c'est difficile à dire. Je connais pas. Donc le 5 en bonne santé, la qualité supérieure peut dire je connais pas mais je veux regarder pour toi ou avec toi. Pas de souci. Donc mon identité n'est pas dans ce que je connais. Et ça c'est de bonne santé. Le type 6, le loyal, c'est la personne qui est toujours à ton côté. Toujours, parce qu'ils ont des amis avec valeur. Mais aussi, il fait les réactions de peur. Pour le 5, on sait, si je ne connais pas, ça c'est le peur, c'est le point stress. Pour le 6, si je ne suis pas des bons retours par rapport à l'information ou d'autres choses, ça peut faire le stress. Il cherche toujours le oui ou non de quelqu'un. Parce que... La validation, mais aussi de prendre la décision. Parce qu'il veut faire la bonne décision, qui est honnêtement, ça c'est bon. Mais il est de quelque part peut-être paralysé par un manque d'information de ce que je fais ça ou pas. Voilà. Donc il cherche toujours. Donc pour eux, la tendance, c'est la lâcheté ou le doute, ou la peur, la vraie peur. Ils ont peur de que quelqu'un va faire ça, et c'est vraiment un manque de confiance. Oui, il y a beaucoup de scénarios qui passent dans leur tête, des scénarios catastrophes en général. C'est ça. C'est la catastrophe, mais
ils personnalisent ces catastrophes. Oui, c'est toujours vers eux, quoi. Et par exemple, pour moi, je suis 5, mais j'ai fait quelque chose. Oui, j'ai la tendance d'analyser plusieurs chemins, et voilà, pour la fin, et j'ai choisi ça. Et pour eux, c'est il y a trop de choses. Trop de choses. Et ça le paralyse. Un peu comme le 9. Oui, ça ressemble un peu au 9 dans le comportement, mais c'est pas les mêmes motivations. Exact. Mais les qualités supérieures, c'est la foi. Ils croient en quelqu'un, dans les décisions, dans eux-mêmes. Voilà, c'est important. Et le courage. Le courage de faire malgré le résultat. Et c'est pas qu'ils fassent des choses, n'importe, mais ils ont regardé, ils ont décidé, ils ont le courage de le prendre. Donc ça, c'est important. Mais encore, loyal, c'est très bon ami à quelqu'un. Ou des personnes qui peuvent faire des choses pour toi, un peu comme le 8. Trop bien. Et voilà, le final, le 7, l'épicurien. La tendance pour l'épicurien, c'est de planifier. Ou le cœur, c'est l'avidité. Planifier, c'est pas qu'on dise comme le 5, on planifie tout. C'est l'idée que pour arriver dans un certain point, je fais ce que je veux faire. Un peu comme le 3, mais pas parce qu'il peut gagner d'être le meilleur de tous. Mais pour eux, ils cherchent à sortir les difficultés. S'ils regardent des choses dans le miroir, ils n'aiment pas, ils quittent la chambre. Tu vois, ils cherchent les bonnes choses. Toujours. En mauvaise santé, les personnes sont ils ont un peu comme un grenouille. Il va là. Ils sautent d'un projet à l'autre. Ils sautent de la prochaine aventure ou événement. Mais c'est pas ce qu'ils courent vers, ils courent de. Parce qu'ils veulent pas, ils ont fui des choses qui sont difficiles, qui leur causent la peine et tout. Donc, pour les murs 7, il veut assis avec les difficultés. Et il veut engager les difficultés sans avoir la peur que ça le détruit. Mais ça, c'est l'idée que si ça me touche, je vais être détruit. Soit ma souffrance, soit la souffrance des autres. Quoi. Exact. Donc, la qualité supérieure pour eux, c'est le travail. Parce qu'ils ont toujours en motion de mouvement. Et il fait des choses, c'est bon. Et aussi, la sobriété, c'est la capacité de regarder les difficultés et les joies ensemble, sans avoir les mauvaises réactions. Sachant que, encore une fois, on est tous, peu importe notre type, en train d'essayer d'éviter la souffrance, mais les 7, c'est leur motivation de vie. Donc, il faut arriver à distinguer, est-ce que c'est juste une des choses que j'essaie d'éviter, ou est-ce que c'est ma vie orientée vers le fait d'éviter la souffrance. Mais encore, je veux dire, juste pour chaque type, on a tous la peur, on a tous la colère, on a tous un besoin d'être validé. Donc, c'est pas qu'on parle de chaque type comme chez nous. C'est juste si tout le monde est... Ça, c'est qui je suis. Donc, la réaction est différente. On expérimente tous les émotions, tous la colère, tous la peur et tous. Mais c'est important de connaître que... Et dans le sens de l'intégration, désintégration, on avance vers des autres chiffres. On va parler de ça un peu plus tard. Mais l'idée que c'est pas simplement que si je suis en tête, je suis toujours en tête. Non, si je fais des bonnes choses, je vais vers un autre centre et un autre centre. Donc c'est important parce que, et si je fais la désintégration aussi, je fais vers, peut-être je suis en tête, mais peut-être pas. Donc ça c'est important de connaître le sens d'intégration, désintégration aussi. Et donc là, il faut aller regarder le petit schéma que vous avez trouvé sur Google Images pour savoir... pour regarder les liens qu'il y a entre les différents types, une fois que vous avez pu dire quel est votre type principal. On va passer à l'intégration-désintégration. Donc, pour intégration-désintégration, on parle de 2 schémas différents. Il y a 2 diagrammes. Le premier, c'est un triangle entre 9, 3 et 6.
Donc, ils ont fait l'intégration, désintégration en triangle. Et je vais expliquer. Donc, l'autre schéma, c'est les autres chiffres qui vont en intégration, désintégration. Donc, c'est difficile sans avoir le visuel, mais je vais expliquer. Donc, le triangle entre 3, 6 et 9, la direction d'intégration d'un 9 est vers le 3. C'est-à-dire, intégration, j'exprime dans ma vie les bonnes choses de 9, mais aussi de 3. Quand je me sens en sécurité. Ouais. Donc, si je fais ça aussi, ça peut progresser un peu en plus vers le 6. Ouais. Et si je suis dans désintégration, c'est-à-dire je suis en stress, je présente aussi le stress de 6. Je donne un petit exemple parce que mon fils, il est 9, je pense qu'il est 9, mais il a vraiment exprimé des mauvaises choses de 6. Donc, pour très longtemps, on a pensé qu'il est 6. Mais lorsque j'ai regardé les désintégrations de 6 vers le 3, il n'a pas exprimé le 3, vraiment. Donc, finalement, on est arrivé en disant, OK, il est dans le mauvais sens de 9, il est aussi dans le mauvais sens de 6, parce que désintégration. Et ce qui est bien, et c'est avec le 9, 3, 6, il touche le centre de chaque cœur, tête et ventre. Ah, c'est cool. C'est stylé. Donc, le 3, lorsqu'il est en stress, il va vers le 9. Donc, c'est-à-dire, on peut voir la colère qui remonte lorsque le chemin est bloqué. Et c'est difficile pour eux de ne pas exploser et faire des choses comme ça. Mais si le 3 est en intégration, il va vers le 6. Et pareil pour le 6, en intégration, le 6 va vers le 9 ou désintégration vers le 3. C'est-à-dire un 6 qui normalement, il cherche les opinions, les idées des autres. En 3, il veut faire des choses. Normalement, il les aide aux autres, mais s'il descend vers 3, il veut regarder lui-même seulement et il veut gagner. Donc, il présente les mauvais sens de 3 aussi dans sa vie. Et ça peut couvrir un peu les bonnes choses de 6. Donc, désintégration, c'est pour nous tous, désintégration, c'est mal. C'est clair. L'autre schéma, c'est entre le 7, le 1, le 4, 2, 8, 5 et là, et 7. Il faut vraiment avoir le schéma sous les yeux, sinon c'est complètement perdu. Ouais, exact. Donc, c'est dans chaque endroit, on voit intégration. Donc, le schéma d'intégration, je commence par 7. Le schéma d'intégration, c'est 7 va vers 5. Et 5 va vers 8. 8 va vers 2. 2 vers 4. 4 vers 1. Et 1 vers 7. Et désintégration, c'est exactement l'autre sens. Donc, je vais donner juste... Donc, juste pour dire, on a 5... Enfin, en gros, on a un type principal, on a les 2 ailes sur les côtés, et on a des flèches vers 2 types. Donc, en gros, on est lié normalement à 5 types, avec un type principal. Donc, vous pouvez voir que la boîte dans laquelle chacun est assez grande quand même. Exact. C'est pas juste une boîte avec juste un type. C'est le teint de couleur, un peu. C'est ça. Et c'est pourquoi on peut dire que chaque 5 n'est pas pareil. Parce qu'un a l'aile de 4, l'autre a l'aile de 6, donc ils présentent eux-mêmes différemment. Et même si je suis très bas dans l'intégration, je désintègre vers l'autre, et l'autre est intégré. Donc on donne un vrai peinture différent, même si on est le même type au cœur. C'est bien de savoir que chacun est unique. Exact. Surtout pour les 4 qui pensent qu'ils sont uniques. Exact. Voilà, ouf, tout le monde est vraiment unique. Ok, du coup, tu vas donner un exemple, c'est ça? Oui, donc, d'abord, je vais donner pourquoi c'est important de comprendre le sens de direction. Donc, en réalité, je suis, comme je disais, un type 5. Et normalement, je suis confortable de rester complètement à l'intérieur de mon cerveau. Donc, les pensées, je suis très content. Une faiblesse chez moi est de ne pas prendre une décision dans ma vie. Un peu comme le 6. Je pense. Donc, je fais la recherche partout. Je recherche. Je continue à rechercher. Je recherche. Au moment de décision, je recherche encore. Donc, c'est toujours pas de confiance, peur de prendre la mauvaise décision et tout.
Aussi, je suis content de focaliser mes efforts comme un lézard. Boum, je focalise sur ça et tout ça. Et je suis très concentré. 2 jours passent et je suis encore concentré. Donc, c'est vraiment une tendance chez les 5. Et je suis très précis sur 5 exact. Pour moi, ça c'est normal. Si je vais vers la désintégration, un 5 vers le 7, je ressemble le 7 en situation de stress. Donc, je travaille dans une manière plus variée, pas focalisée. Finalement, c'est bam, 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 bam. Il y a 20 directions différentes. Très bizarre. Donc, et non pas précisé. C'est un peu comme le fusil de chasse, comme contre le carabine. Le carabine, c'est moi normalement. Bam, 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 petit point. Et le fusil de chasse, ça disperse tout. Voilà. Bonne image. Donc, je prends les décisions facilement. Et ça, c'est bizarre pour moi. Parce que normalement, je réfléchis. C'est pas toujours... facilement, du coup. Trop facilement. Et c'est pas la bonne décision non plus. Donc, pour moi, je suis content d'avoir aussi d'avoir moins des choses physiques. Même, c'est une problématique chez nous. Si on fait la désintégration, on prend soin pas de nous. Donc, pas de douche, pas d'autre chose, pas d'exercice. Voilà. Et dans la direction de désintégration, j'essaie d'avoir plus. Donc, même si j'ai pas besoin de grand chose physique, mais en 7, je veux avoir plus. Je cherche comme un 7 dans la désintégration aussi. Et donc, ça, c'est les petits points jaunes, points rouges que je vois dans ma vie, comme on a parlé. Je représente plus ma femme quand elle n'est pas en bonne santé, quand elle est dans la désintégration aussi. Si je suis dans la direction d'intégration, par contre, je reflète aussi les bonnes caractéristiques de oui. Donc, je deviens plus décisive, capable de prendre des décisions bien recherchées. Tu vois la différence entre les deux. Un, j'ai fait pas trop de recherche et je fais n'importe quoi, décision. L'autre, j'ai fait décision après assez de recherche, mais pas trop de recherche. Je deviens plus décisive. Pour moi, c'est l'intégration pour les 5 et le mouvement vers les décisions après les recherches. Donc, c'est clair, on met les limites et on décide. Voilà. Et on peut découvrir les exemples similaires pour chacun d'autres types. Dans intégration, désintégration. Mais si on voit, ça c'est pourquoi un coach est bon aussi, parce que si on voit juste mes actions dans un snapshot photo de ce moment-là dans ma vie, ça représente aussi des autres tendances ou autres effets d'autres types. Donc, ok, mais si je vois, ok, je suis en désintégration, ça donne plus d'infos, ok, je suis 5. Donc c'est pourquoi c'est bon encore qu'on puisse profiter d'un coach, parce qu'il y a des petites nuances. Il y a une autre nuance, on n'a pas parlé. Et c'est juste... et c'est un moment de découverte pour nous-mêmes. C'est pas comme un coach disait, ok, tu es comme ça. C'est moi qui a fait la découverte de moi-même. Donc c'est mieux, parce que c'est un chemin, un cheminement ensemble, et c'est le coach qui peut aider des choses avec le discernement. Et on n'est pas coach pour... on n'est pas life coach, c'est-à-dire pour chaque mouvement, chaque décision et tout. C'est juste les moments de découverte ou les moments de continuation. Parce que de temps en temps, on arrive d'être bloqué dans nos vies. Et le grand part, c'est à cause de nous. On a fait le stress, on a reçu le stress et on continue la désintégration. Et c'est un moment, un coach qui peut dire, ah, tu vois ça. Tu connais ton type, voilà. Et comment ça va avec ça? Et tu dis, oh là là. C'est vrai. C'est vrai. Oui, et même arriver à parler avec des gens qui sont le même type que nous, ça peut nous aider à expliquer mieux et à mieux comprendre, et c'est très riche. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin pour l'introduction sur l'énagramme? Osez-le. C'est juste essayez-la. Ça changera votre vision du monde, de vous-même encore, de quelque part, mais aussi... Oui, on a besoin dans le monde de plus de compassion. Et ça donne la compassion pour moi-même et aussi pour les autres. Et c'est marrant parce que lorsque j'ai regardé, par exemple, le 7 est très actif. On va discuter un peu plus, mais le 7 est très actif. Et moi, j'ai eu compassion pour ma femme qui est 7.
Et lorsque le confinement est réalisé, elle n'a pas le droit à sortir, elle n'a pas... Normalement, elle veut faire des choses de joie, des balades dans la campagne et tout, mais on n'a pas. Ouais. Donc pour elle, j'ai pensé que c'était un point mort, donc j'ai demandé à ma femme comment ça va. Ouais. Et elle disait, parce qu'elle est en bonne santé comme ça, mais pour les gens qui sont très bas, c'est vachement difficile. Ouais, c'est vrai. Et ça donne plus de compassion pour les gens comme ça. Ouais. Moi, comme 5, je suis très content. Je suis en moine, comme ça. Tu vis ta meilleure vie quand t'es confiné. Ah, c'est comme... c'est le rêve. Ouais. Non, mais en même temps, ça parle très, très beaucoup dans le temps de confinement, parce qu'il y a des gens qui souffrent à cause de qui ils sont, et aussi des gens qui... ça supporte. Bon. Et qui vont peut-être moins supporter le déconfinement. Ouais. C'est vrai que cette année, 2020-2021, a fait ressortir beaucoup de choses de nos stress qu'on n'avait jamais vus avant. Exact. Parce qu'on avait vécu un truc... mais on est tous en stress et le même stress. Et donc, c'est le stress forcé. Il y a des choses qu'on fait dans nos vies qui invitent la stress chez nous. Mais ça, c'est pas invité. Donc, non, il faut faire face. Ça. Et ça révèle beaucoup. Ouais, ça c'est vrai. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup David. Merci. Trop content. Yes, trop cool.